Europe 1, 7h44. Il s'appelait Mathias, il avait 27 ans. Diabétique depuis l'enfance, il est décédé au mois de février faute de traitement, faute de carte vitale. Un drame de l'absurde. Sa mère témoigne aujourd'hui, c'est l'interview vérité d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer cette interview, je voudrais bien préciser que vous n'êtes pas là par esprit de vengeance, vous n'êtes pas là pour donner des noms publics, vous voulez juste comprendre ce qui est arrivé à votre fils et faire en sorte qu'un tel drame, évidemment, ne se reproduise pas. Un drame de l'absurde, disait Julie, il n'y a pas d'autre mot. On a un imbroglio administratif. Ça nous est tous déjà plus ou moins arrivé avec la carte vitale, sauf que là, ça prend des proportions absolument dramatiques. On va parler de votre fils, Mathias. Oui. Il était étudiant. Il voulait faire quoi dans la vie ? Il voulait être journaliste. Il avait 27 ans. Il était diabétique depuis l'âge de 4 ans. Il connaissait sa maladie. Il la traitait. Parfaitement. Sauf qu'à l'été 2012, c'est là que ça commence. Il choisit d'arrêter ses études. Il va passer en principe de la Sécu étudiante au régime général. Mais là, ça ne va pas se passer comme prévu. Non, ça ne va pas se passer du tout comme prévu. En fait, il s'est rendu compte qu'il n'était plus du tout assuré en janvier 2013, où en se rendant à la pharmacie, où là, sa carte n'était plus valable. Et donc, moi, j'ai appelé sa sécurité sociale étudiante, qui m'a dit que comme il avait arrêté ses études, il était radié d'office. Donc, il s'est rendu à la Sécu pour ouvrir un dossier, puisqu'il fallait qu'il réintègre l'assurance maladie. Et là, étant donné qu'il avait été étudiant, il avait disparu des fichiers, il n'existait plus, alors qu'auparavant, depuis ces 4 ans et demi, il existait pour eux en tant que diabétique insulinodépendant. Et il n'existait plus, il était sorti complètement du système. Donc on lui a simplement, bien qu'il soit diabétique, il leur a dit, on lui a simplement demandé de remplir un dossier. Ce qu'il a fait, il a attendu, il n'a pas eu de réponse. Moi, je les ai appelés entre-temps, on m'a dit « Oh là là, c'est très grave, un diabétique, il faut qu'il prenne rendez-vous avec un conseiller ». Il a pris rendez-vous avec un conseiller qui a regardé, qui lui a dit « Non, non, vous n'êtes plus diabétique, vous n'existez plus chez nous, re-remplissez un dossier ». Et à nouveau, pas de réponse. Oui, parce que pour bien comprendre, vous allez donc en attendant payer vous-même l'insuline et le médecin. Oui. Sauf que quand on est diabétique, il y a un suivi nécessaire. Je crois qu'une fois par an, il faut aller une semaine à l'hôpital. Absolument. Pour passer tous les examens, vérifier que tout va bien. Vérifier tout ce que le diabète abîme, à savoir le cœur, les artères, les reins, les yeux, enfin voilà, tout ce que... Il faut en principe un rendez-vous trimestriel avec un diabétologue et une hospitalisation de jour sur une semaine, une fois par an. Qu'est-ce qu'il vous dit, Mathias, à cette époque, quand il voit que ça ne marche pas ? Il perd confiance. Il perd complètement confiance. Il est stressé, il est complètement... il ne comprend pas. Et moi, j'avoue que même à l'époque, je le secouais un petit peu, parce que je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il n'a pas... voilà. Donc, mais il s'énervait. Il me dit, mais non, j'y suis allé, j'ai reporté. Il rigolait. Même il me dit, écoute, figure-toi que je ne suis plus diabétique. Voilà. Ouais. Donc, et ça a duré jusqu'à l'été. Parce qu'en plus, quand il va consulter, il ne voit pas les bons spécialistes, même souvent. Je crois qu'on lui donne un pass santé pour attendre... Ce qui s'est produit, c'est que jusqu'à l'été, nous, on a payé... il est revenu sur Paris voir mon médecin traitant qui lui a renouvelé son insuline. Donc, on a payé ses frais jusqu'à ce moment-là. Et puis, pendant l'été, j'étais avec lui et je lui ai dit, écoute, moi, j'y vais. Mais il n'a pas voulu. Il avait 27 ans. Il ne voulait pas voir maman venir derrière lui au guichet pour taper du poing parce qu'il y avait une case mal cochée, parce qu'on lui renvoyait sans cesse des dossiers, parce que les dossiers disparaissent. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Et je reçois beaucoup de témoignages dans ce cas-là. Bah non, on ne l'a pas reçu. Oh bah non, voilà. Et il n'a pas voulu. Et heureusement, dans son cas à lui, il y a une assistante sociale un jour qui s'aperçoit qu'il y a urgence, qu'il faut faire quelque chose. Pas tout de suite, parce que si vous voulez, comme rien ne se décantait, comme il n'a pas voulu que je l'accompagne à la Sécu, je lui dis, écoute, va au moins dans un centre d'action sociale, une assistante sociale saura peut-être, sans doute, dépatouiller cette histoire. Le problème pour mon fils, c'est qu'étant étudiant, il avait travaillé 2 fois 3 mois pour la mairie de Paris, un petit job d'étudiant, et que la mairie de Paris a encore un statut à part, avec une Sécu à part. Il y a je ne sais combien de caisses de Sécu en France. Il y a les indépendants, il y a la police, il y a les fonctionnaires, il y a la marine, enfin il y en a je ne sais combien. Et elles ne communiquent pas entre elles. Quand vous sortez de la sécurité sociale basique, vous ne rentrez plus. Dès qu'il y a un changement de statut, vous êtes radié, des fois du jour au lendemain sans le savoir. Et c'est la croix et la bannière pour réintégrer
la sécurité sociale. Et je vous dis, des caisses, il y en a plein. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, déjà d'étudiants qui ont connu le même parcours que mon fils, mais aussi de gens qui sont partis travailler à l'étranger. Ils reviennent, impossible de réintégrer la Sécu. Vous changez de département, ne serait-ce que de transférer un dossier d'un département à un autre, c'est la croix et la bannière. Ça dure 6 mois. Hein. Et le drame, c'est que votre fils, au mois de février, il va faire un malaise chez lui, oui. Il va se coucher, il ne va pas se réveiller. Oui, tout à fait. Et sa carte vitale, elle est arrivée 2 semaines plus tard, après son décès. Vous réagissez comment à ce moment-là ? Je suis incapable de réagir. Je voudrais être en colère, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je suis toujours sous le choc. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Comment vous dire ? J'ai regardé cette carte vitale et rien. Non, j'arrive pas à être en colère. J'arrive pas à être en colère parce que c'est l'absurde. Et puis bon, il faut savoir que le défenseur des droits enquête d'une double façon. D'abord sur les dysfonctionnements de l'administration, mais aussi sur la prise en charge de l'hôpital qu'il a pris donc après avoir vu ce centre d'action sociale qui n'a rien compris, puisque c'était beaucoup trop compliqué pour eux, la fin de la Sécu étudiante, la Sécu de la mairie de Paris, la non-réintégration de la CPAM, ils n'ont pas compris. C'était trop compliqué pour eux, donc là ils lui ont remis le pass santé avec lequel il a été reçu dans ce CHU, mais il n'a pas été reçu par un diabétologue mais par un médecin. Véronique, vous demandez quoi aujourd'hui ? Que ça communique un peu mieux entre les caisses ? D'abord je veux savoir, j'attends les résultats de l'enquête du défenseur des droits pour savoir exactement où sont les responsabilités dans le cas de mon fils. Et si vous voulez, quand j'ai rencontré le défenseur des droits, j'ai l'impression que tout le monde est au courant de ce dysfonctionnement, de ce truc ubuesque où il n'y a aucune communication, où tout, voilà. Mais que personne n'en a pris la mesure. Et ça touche énormément de gens. Énormément de gens. Il y a certainement quelqu'un au ministère de la Santé qui vous entend ce matin. Vous voulez les rencontrer ? Pourquoi pas, mais dans l'immédiat, si vous voulez, j'attends déjà le résultat de l'enquête du défenseur des droits. Ils ont toute ma confiance. Ils m'ont reçu vraiment très très bien. Ils ont pris l'affaire très au sérieux. Et c'est moi qui leur ai dit, je vais vous prouver que non, les étudiants ne réintègrent pas la Sécu comme ça tout de suite, parce qu'ils n'en avaient pas vraiment pris la mesure. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce blog au nom de mon fils, pour recevoir des témoignages, le maximum de témoignages. Et le défenseur des droits attend ces témoignages, donc plus ils seront nombreux, plus ça aura de poids pour vraiment faire réagir en haut lieu. Et moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que les choses changent, qu'il y ait plus de fluidité, qu'il y ait moins de problèmes administratifs pour une case mal cochée, pour une communication qui ne se fait pas entre les caisses. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. J'ai reçu hier un message d'une jeune femme dont le frère est mort à l'âge de 22 ans, faute de carte de sécurité sociale. Il est mort d'une embolie, alors qu'il avait mal à la jambe, il n'a pas pu se faire soigner, il n'avait pas de carte de sécu. Et il est parti d'une embolie à 22 ans. Des cas comme ça, j'en reçois plein. Et justement, pour ceux qui voudraient prendre contact avec vous, on donnera l'adresse de votre blog sur europe1.fr. Tout est expliqué sur le blog. Pour Mathias, une carte était vitale. Il y a l'adresse mail où envoyer les témoignages. On peut témoigner directement et tout sera remonté au défenseur des droits pour que, je l'espère, les choses changent dans le bon sens. Et quand je dis dans le bon sens, c'est dans les deux sens du terme, c'est-à-dire dans le bon sens sensé. Et dans l'avancée de la fluidité et de la simplification de ce système qui est aberrant, ubuesque et qui peut se transformer en broyeur de vie comme ça a été le cas pour nous. Merci infiniment Véronique d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. On vous souhaite bon courage. Merci.